Une robe oubliée, un ourlet caché, et une énigme qui murmure un meurtre. Bienvenue sur Nuit criminelle. Je suis votre hôte Cédric. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Vos messages donnent du sens à chaque mystère. Alors, on commence? La lumière du soleil de juin filtrait à travers les rideaux de dentelle, illuminait le chêne poli et les tasses à thé en porcelaine, et conférait au salon de Dovecote Hill une atmosphère de sérénité distinguée. La demeure de Madame Lavinia Carroway, veuve de l'ancien magistrat et doyenne régnante de Stonygate-on-Avon, était le genre d'endroit où rien de scandaleux ne se produisait jamais, du moins pas au grand jour. Dehors, les abeilles bourdonnaient dans la lavande. À l'intérieur, le murmure des conversations polies se mêlait au tintement de la porcelaine fine et au doux bruissement des serviettes en lin. C'était le thé de couture de charité, annuel, un événement à la fois social et pratique, où les femmes se réunissaient soi-disant pour broder des vêtements pour la tombola de l'église, mais en réalité pour broder avec autant d'adresse les réputations, les ragots et les affaires locales. Miss Marple, discrètement assise près de la fenêtre d'angle, portait un cardigan gris pâle sur une robe bleu marine et filait son fil à travers une bande de mousseline d'un doigt délicat. Pour un observateur non averti, elle aurait pu paraître distraite par ses poings ou par les oiseaux derrière la vitre, mais en réalité, ses yeux bleus parcouraient la pièce avec une précision délicate, lisant, absorbant, emmagasinant. « Tu as encore fait tomber ton dé, Dora », dit Madame Carroway d'une voix sèche et amusée. « Tu arrives à perdre des choses, même en restant parfaitement immobile. »« Oh, zut !» dit Dora Chilton, une créature frétillante aux cheveux fins et qui avait tendance à tout égarer, de l'aiguille au fiancé. Il a dû rouler sous la chaise. J'ose dire que ce n'est pas la seule chose qu'elle a perdue ces derniers temps, marmonna Miss Cora Aldridge, pas tout à fait dans son souffle. C'était une femme avec une bouche comme une ligne tracée à la craie et des yeux qui avaient depuis longtemps perdu toute prétention de gentillesse. La tension dans la salle s'est accentuée. Dora rougit et se retourna précipitamment à sa couture, se piquant le doigt presque aussitôt. Une goutte de sang tomba sur l'ourlet pâle de la jupe qu'elle ourlait pour le tirage au sort, une fine robe de coton en linon bordée de dentelle, tantique. « Attention, dit doucement Miss Marple en sortant un mouchoir plié dans son sac à tricot. Le sang est terriblement difficile à extraire du vieux coton. Un peu d'eau salée immédiatement peut parfois faire l'affaire. »« Oh, merci. Miss Marple, balbutia Dora. Je ne voulais pas tout gâcher. Pas du tout, dit Miss Marple avec douceur et réconfort, même si ses yeux s'attardèrent un instant de plus sur les coutures délicates sur lesquelles Dora avait travaillé, en particulier sur l'ourlet. Un curieux petit accroc. Un peu comme si quelqu'un avait caché quelque chose dans le pli. La conversation reprit, mais une vague de frémissement parcourut la pièce. C'était souvent le cas à Stonygate-on-Avon. Des remarques apparemment anodines pouvaient ouvrir des failles profondes. De vieilles rancunes, telles des racines sous les pavés, surgissaient parfois sous forme de sourires polis. À 16 heures, l'assemblée avait diminué. L'épouse du révérend s'excusa pour s'occuper des arrangements de la chorale. Cora Aldridge prétexta un mal de tête. Il ne restait que quelques invités lorsque Lavinia Carroway se leva enfin et déclara « Mesdames, j'enverrai les vêtements. Terminez au presbytère jeudi. N'oubliez pas de signer les étiquettes. Nous ne voudrions pas que quiconque confonde les boutonnières irrégulières de Cora avec celles de Dora. » Un rire amusé suivit, mais les yeux de Dora brillèrent alors qu'elle acceptait son réticule et se préparait à partir. Miss Marple, remarquant le subtil affaissement de ses épaules, lui toucha doucement le bras. « Marchez avec moi, ma chérie. » Ils entrèrent dans le jardin parfumé. Une brise remuait les treillis de roses et l'odeur du chèvrefeuille se répandait sur le chemin de gravier. Pendant un moment, ils marchèrent en silence. « Je suppose que je mérite leur colibet, » dit finalement Dora, la voix rauque. « J'ai toujours été oublieux, et l'échec des fiançailles n'a pas aidé.
Les gens sont souvent plus cruels lorsqu'ils sont malheureux eux-mêmes, dit Miss Marple d'un ton doux. Mais je dois admettre que j'ai trouvé votre broderie plutôt réussie aujourd'hui, surtout cet ourlet. Dora s'est arrêtée de marcher. Avez-vous remarqué quelque chose? Demanda-t-elle rapidement. Quelque chose d'étrange? Miss Marple pencha la tête. Peut-être. Mais c'est si peu de choses, n'est-ce pas? On n'y prêterait guère attention, à moins d'être, comme moi, enclin à observer les petits détails. Dora se mordit la lèvre. Il y avait quelque chose de cousu dans l'ourlet, murmura-t-elle. Ce n'était pas à moi, c'était déjà là, coincé à l'intérieur. J'ai d'abord cru que c'était juste un fil qui dépassait, mais c'était un tout petit bout de papier, ou de tissu. Je ne l'ai pas bien regardé. J'avais peur que quelqu'un le voie. Miss Marple hocha lentement la tête. Très sage. Il ne faut jamais intervenir dans un mystère avant d'avoir tous les faits. Puis-je vous demander d'où vient cette robe? Dora hésita. C'est Madame Carroway qui l'a envoyée. Elle a dit que ça venait d'une vieille boîte à dons au grenier, d'il y a des années, appartenant à quelqu'un d'autre. Mais, je pense que c'était pas... Il fallait le trouver, conclut Dora pâle. Et je pense que quelqu'un dans cette pièce le savait. À ce moment précis, une silhouette s'approcha précipitamment dans l'allée du jardin. Elsie, la femme de chambre de Madame Carroway, essoufflée et se tordant les mains. « Je vous demande pardon, madame. Miss Marple, il y a eu une chose terrible. Miss Aldridge, Cora Aldridge. Elle s'est effondrée sur la pelouse derrière la haie. Je pense qu'elle est morte. En une demi-heure, la dignité tranquille de Dovecot Hill s'était transformée en chaos. L'agent de police appelé depuis la place du village arriva avec une vivacité d'esprit, mais sans vraiment comprendre ce qui l'attendait. Cora Aldridge gisait, recroquevillée comme une poupée de chiffon tombée près du bain d'oiseaux, le visage étrangement serein, malgré ses yeux grands ouverts, fixant un dernier regard fixe. Miss Marple, qui était restée près des porte-fenêtres, discrète comme toujours, s'est rapprochée seulement après que le médecin ait déclaré l'heure du décès, et a reculé en secouant la tête. « Aucun signe de lutte, murmura-t-il à l'agent. Ça pourrait être une insuffisance cardiaque, mais je n'exclus pas un empoisonnement. Pas après ce déjeuner. » Le mot poison porté par le vent à travers le jardin, elle s'éleva. Plusieurs invités sursautèrent. Dora recula d'un pas. Elsie semblait au bord de l'évanouissement. Seule Miss Marple restait calme. Ses yeux non pas sur le corps, mais sur la robe à moitié brodée soigneusement pliée sur la chaise où Dora l'avait laissée. L'ourlet flottait doucement dans la brise. Son secret, peut-être, toujours intact. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue à Stony Gates-on-Avon comme un courant d'air sous une vieille porte, glaçante, imparable et impossible à ignorer. La mort soudaine de mademoiselle Cora Aldridge, connue pour son langage acerbe et sa ponctualité irréprochable, avait perturbé le rythme paisible de la vie du village comme aucune tempête passagère ni aucune pénurie d'essence n'aurait pu le faire. Ce n'était pas seulement que quelqu'un était mort, c'était comment elle était morte. En plein milieu de la pelouse, en plein jour, dit Madame Flora Chilvers pour la 4e fois ce matin-là, en se versant une seconde tasse de thé dans le gui. Salon de jardin de Honeysuckle Cottage, effondré comme un sac de pommes de terre, absolument aucune dignité. Elle n'était jamais du genre à aller tranquillement, remarqua sa belle-sœur Béatrice en reniflant, toujours en train de foncer, de lancer des opinions comme des chauves-souris. Pourtant, du poison, dit-on. J'ai entendu dire. Flora baissa la voix, et au goûter-couture de Madame Carroway en plus, tu sais ce que ça veut dire. Je le fais très certainement. Béatrice se pencha en avant. Cela signifie n'importe qui j'aurais pu glisser quelque chose dans les sandwichs. J'ai toujours dit qu'il était imprudent de servir du concombre en juin. C'est presque synonyme de trouble digestif. Ce n'était pas une indigestion, dit doucement Dora Chilton. Elle était assise sur le rebord de la fenêtre, berçant une tasse à peine touchée. Ses yeux étaient creux. C'était son cœur.
C'est ce qu'ils ont dit au début. Mais maintenant, ils n'en sont plus si sûrs. Béatrice la regarda longuement. « Tu étais le dernier à l'avoir vue, n'est-ce pas ?»« Dans le jardin, oui, » répondit Dora d'une voix cassante. « Mais seulement un instant. Et elle était déjà partie quand je suis revenu avec Miss Marple. » Un silence gêné s'installa. Il dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Dora se leva, murmura quelque chose de poli et sortit par la porte de derrière sans un mot. Béatrice la regarda partir et haussa un sourcil. « Cette fille a des secrets. »« N'est-ce pas le cas de tous ?» répondit Flora. « Ici, c'est Stonygates. » Au même moment, dans le salon de Dovecote Hill, Lavinia Carroway était assise très droite dans son fauteuil, tandis que le sergent Tomlinson se tenait mal à l'aise, près de la cheminée, un carnet à la main. Miss Marple était assise, non loin de là, occupée à crocheter tranquillement. Un apron innocent se formait sous ses doigts, blanc comme l'innocence même. « Je peux vous assurer, sergent, que les sandwichs ont été préparés sous ma propre supervision, » a déclaré Madame Carroway d'un ton vif. Elsie a simplement coupé les croûtes. Et le thé venait d'une boîte scellée. Nous n'avons guère à faire. Ici à l'Orient Express. Tomlinson avait l'air troublé. Aucune suggestion de faute, madame, simplement suivre la procédure. Nous devrons parler à toutes les personnes présentes, bien sûr. Bien sûr. Elle expira. Stonygates n'a pas vu autant de bruit depuis que le vieux Dr. Bletchley est tombé de son vélo et a atterri dans le groseillier de madame Cuthbert. En Miss Minsortitsam. Effet, dit doucement Miss Marple, même si son attention ne s'était pas éloignée du napperon ni de la légère tache jaunâtre sur la tasse à thé près du buffet, qui n'avait pas encore été nettoyée. Tomlinson se tourna vers elle. « Et vous, Miss Marple? Vous étiez dans le jardin quand c'est arrivé ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Mademoiselle Chilton et moi faisions une petite promenade. Le jardin était charmant avec la lumière et nous avons trouvé dommage de rester à l'intérieur en train de coudre. Et l'un d'entre vous a-t-il vu quelqu'un s'approcher de mademoiselle Aldridge avant qu'elle ne s'effondre? Personne d'important, dit-elle pensivement, même si elle semblait plutôt agitée en quittant le salon. Je crois qu'il y avait eu un échange avec madame Chilton à propos d'un dé à coudre tombé, mais c'était quelque temps auparavant. Tomlinson nota la remarque en hochant la tête. Eh bien, le médecin dit que nous devrons attendre le rapport du coroner. D'ici là, je conseille à tout le monde de rester disponible pour d'autres questions. Et si quelqu'un se souvient de quelque chose d'inhabituel, je le dirai certainement, acquiesça Miss Marple. Une fois le sergent parti, madame Carroway se tourna vers elle. Vous ne croyez tout de même pas que c'était une simple coïncidence, n'est-ce pas? Non, dit Miss Marple sans méchanceté. Mais la coïncidence a souvent été le refuge des personnes sans imagination. Je préfère assumer le design, du moins jusqu'à preuve du contraire. Madame Carroway pinça les lèvres. Et vous soupçonnez? Quelqu'un ici, à Stonygates. Miss Marple sourit faiblement et coupa un fil. Oh, ma chère Lavinia, je soupçonne tout le monde. À midi, la poste était devenue l'épicentre de spéculations chuchotées. Le vieux monsieur Finch, le maître de poste, essayait en vain d'équilibrer ses comptes, tandis que madame Tillingham et monsieur Cresswell s'attardaient près du comptoir. « Ils disent que sa tasse de thé a disparu, » marmonna madame Tillingham. « Disparu avant l'arrivée du médecin. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça à moins qu'il ne contienne quelque chose qu'il ne veut pas trouver? Jetez les preuves dans l'évier, sans doute, » dit monsieur Cresswell. « On peut mettre de l'arsenic partout de nos jours. De la mort au rat, paraît-il. »« On pense toujours que c'est de la mort au rat, » renifla-t-elle. « Ça aurait pu être une plante. Certaines de ces ménagères cultivent de la belladone juste à côté des tomates. Je chercherais à savoir qui avait une rancune, dit-il d'un ton appuyé. Et ce n'est pas une liste exhaustive en ce qui concerne Cora Aldridge. Tu te souviens de ce qu'elle a fait au garçon de Wetherby? Oh oui, dit madame Tillingham d'un ton sombre. Et cette pauvre dame du club de lecture, elle l'a complètement ruinée. Sans parler de madame Carroway elle-même, ajouta-t-il. Cette histoire de testament du magistrat. Ça l'affaire. Madame Tillingham se pencha.
Et Dora, on l'oublie, mais Cora était fiancée au père de Dora. Elle l'a laissé dans la disgrâce. Dora n'en a jamais parlé. Mais ce genre d'humiliation, elle est profondément ancrée. Monsieur Finch s'éclaircit la gorge de manière significative. Si vous n'êtes pas là pour poster des lettres, je vous remercierai de ne pas flâner. Et ils partirent, les têtes rapprochées. Cet après-midi-là, Miss Marple marchait seule dans la ruelle sinueuse derrière l'église, où les digitales se balançaient à l'ombre et où le vieux lierre s'accrochait à des pierres plus vieilles que la mémoire. Elle trouvait souvent que marcher aidait à réfléchir, et elle avait beaucoup à penser. Cora Aldridge avait été, à bien des égards, une femme profondément désagréable. Elle avait le regard perçant et la langue bien pendue, et son passe-temps favori était depuis longtemps la collecte et le partage de secrets. On disait qu'elle tenait un petit carnet vert rempli de noms et d'incidents, paroles malheureuses prononcées sous l'effet de l'alcool, affections mal placées, héritage douteux. Elle prétendait que ce n'était que ses mémoires, bien que personne ne les eût jamais lues. On murmurait aussi, il y a longtemps, qu'elle avait écrit une lettre anonyme qui avait conduit à la rupture de ses fiançailles, bien que personne ne puisse le prouver. Et pourtant, Miss Marple le savait mieux que quiconque, le passé avait cette fâcheuse tendance à s'accrocher aux gens comme un vieux parfum, faible, mais jamais vraiment disparu. Et puis il y avait la curieuse question de l'ourlet. La robe, sur laquelle Dora travaillait, avait été retirée des lieux peu de temps après la découverte du corps. Lavinia avait demandé à Elsie de renvoyer tous les vêtements du tirage au sort au presbytère, où ils étaient désormais placés dans une boîte marquée « Pour le bazar ». Mais Miss Marple, toujours méthodique, avait soigneusement noté la couture avant qu'elle ne disparaisse. Quelque chose avait y été caché, et quelqu'un n'avait pas voulu qu'on le retrouve. Elle atteignit le portail du cimetière et se retourna. De là, elle pouvait voir les toits du village groupés comme de vieilles poules, ignorant qu'ils étaient observés. Quelque part parmi eux se trouvait celui qui avait tué Cora Aldridge, non pas par rage ni par folie, mais avec une détermination sereine, et, soupçonnait Miss Marple, ils n'avaient pas terminé ce qu'ils avaient commencé. Le lendemain s'annonçait gris et instable, comme si le ciel lui-même partageait le malaise du village. Au-dessus de nous, des nuages traînaient comme de la fumée dans le ciel, et une légère brise poussait les arbres de Stony Gates en Avon à des confessions chuchotées. Au bord du green, les cloches de l'église sonnèrent la demi-heure, mais personne ne s'arrêtait pour compter. Les gens marchaient d'un bon pas, jetant des regards par-dessus leurs épaules et évitant ceux de leurs voisins. Chez Gentry's Grocers, les plaisanteries habituelles autour de la crème caillée et du gâteau aux graines étaient devenues hésitantes et prudentes. La maîtresse de poste, Madame Edgecombe, a abandonné son bavardage chantant habituel et a plutôt servi les colis avec le sérieux d'une veuve de guerre manipulant des télégrammes. Miss Marple, cependant, a continué sa matinée comme elle le faisait toujours, en prenant un petit déjeuner léger composé de pain grillé à la marmelade et de thé au lait, en coupant ses fuchsias, puis en partant pour une courte promenade jusqu'au presbytère. Ses yeux bleus ne manquèrent de rien. Elle avait, bien sûr, déjà déduit que Dora Chilton cachait quelque chose. La pauvre fille n'était pas une actrice née. Sa peur d'hier était réelle, mais pas pour les raisons que d'autres croyaient. Dora n'avait pas peur d'être soupçonnée. Elle avait peur de ce qu'elle avait vu, ou peut-être ce qu'elle avait trouvé. L'ourlet restait au centre des pensées de Miss Marple, comme un fil attendant d'être tiré. Alors qu'elle passait devant, le muret de pierre près de la porte du presbytère, elle trouva le révérend Potter accroupi dans son jardin d'herbes aromatiques, s'occupant de son thym et de sa marjolaine avec une concentration inhabituelle. C'était un homme timide d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes, un front humide et l'habitude de s'excuser pour des choses indépendantes de sa volonté, comme la météo, l'état de l'Église d'Angleterre ou la quantité de crème dans un scone. « Ah, Miss Marple, » dit-il surpris en époussetant sa soutane. « Pardonnez-moi, j'étais en train de tailler la mélisse. »« Je vois, » dit-elle gentiment.
Votre jardin dégage toujours une délicieuse odeur médicinale. Il cligna des yeux nerveusement. Est-ce un compliment ou un avertissement? Un compliment, je vous l'assure. J'ai toujours pensé que les herbes sont comme les gens, utiles si vous savez quoi en faire, dangereuses si vous ne le savez pas. Il rit mal à l'aise et se leva. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, puis-je vous offrir un verre de quelque chose? J'ai de l'excellente eau d'orge, même si, je dois l'avouer, elle ne contient pas de citron. Dans un instant, dit Miss Marple. En fait, je suis venu m'enquérir de la boîte de vêtements envoyée par Madame Carroway. Les pièces de thé à coudre. Oh, oui, c'est juste dans la salle paroissiale, dit-il. Personne ne les a encore touchées. Dois-je? Si. Cela ne te dérange pas. Il la conduisit par l'entrée latérale dans le modeste hall, où une caisse en bois marquée Bazar d'été de Saint-Luquel était assise près du piano. À l'intérieur se trouvaient des robes soigneusement pliées, des jupons, des chemises, de nuit et une poignée de bonnets de bébé. Les mains de Miss Marple caressèrent délicatement le tissu jusqu'à atteindre la robe en linon de coton pâle que Dora était en train d'ourler. L'ourlet avait été recousu, mais maladroitement. Le nouveau fil était légèrement plus léger que l'ancien et la tension était incohérente. Quelqu'un avait retiré l'objet caché et recousu à la hâte le bord pour le cacher. Miss Marple hocha la tête, sans parler. Elle se tourna vers le vicaire. « Avez-vous eu des visiteurs dans la salle depuis l'arrivée de la boîte ?» Il fronça les sourcils. « Non. Eh bien, sauf pour Elsie, la femme de chambre de Madame Carroway. Elle l'a apportée, puis a demandé à utiliser les toilettes. Je ne pense pas qu'elle ait touché quoi que ce soit, cependant. Madame. Et avez-vous vu quelqu'un près du hall hier soir ?» Le vicaire secoua la tête. « Personne à qui je puisse penser. » Miss Marple murmura ses remerciements, laissant soigneusement la robe telle qu'elle l'avait trouvée. Il ne servait à rien de le déranger davantage. Le message avait été pris. La question était « par qui ?» Cet après-midi-là, le sergent Tomlinson retourna au village, son carnet rempli de noms et d'entretiens. Ce n'était pas un homme imaginatif, mais il était consciencieux et fier de sa méthode. À Dovecote Hill, il a de nouveau interviewé Lavinia Carroway cette fois à propos de ses invités. Diriez-vous que Miss Aldridge a eu des querelles particulières ce jour-là? Il a demandé, Lavinia fronça les sourcils. Cora avait des disputes chaque jour, sergent. Mais si vous voulez parler de quelque chose de récent... Oui. Elle a eu une altercation avec mademoiselle Chilton, et elle a fait une remarque sur le père de Dora. Quelque chose de cruel. C'est sa façon de faire, vous comprenez? Savez-vous ce que c'était? Lavinia hésita. Sauf que Dora est devenue très pâle. Cora parlait de dettes, disgrâce familiale, le genre de ragot qui aurait disparu il y a des années sans le passe-temps de Cora. Tomlinson griffonna. A-t-elle tenu des registres, un journal, des lettres? Je crois qu'elle avait un carnet, dit Lavinia, l'air amer. Couverture verte. Elle le gardait dans son sac à main, toujours à portée. Demain, diriez-vous qu'elle avait des ennemis? Lavinia lui lança un regard. Dans ce village, sergent, nous tous avions des raisons de ne pas aimer Cora Aldridge. Pendant ce temps, dans un salon de thé tranquille à la lisière du village, Miss Marple était assise avec Dora Chilton. Ils étaient seuls, à l'exception de la serveuse âgée, qui se déplaçait avec la solennité d'un huissier. Miss Marple remuait pensivement son thé, puis leva les yeux. « Dora, ma chère, il y avait quelque chose dans l'ourlet de cette robe, n'est-ce pas ?» Dora tressaillit. Sa cuillère heurta la soucoupe. « Oui, il y en avait. Je pense que c'était du tissu, mais il y avait des écrits dessus. L'encre s'est fanée comme si elle était très vieille. Et qu'est-ce que ça disait? Je n'en ai eu qu'un aperçu avant de le replier à l'intérieur. Ce n'était que 2 mots. Ruelle du mercredi. » Les sourcils de Miss Marple se haussèrent. Curieux, ce n'est pas exactement un nom. Je me demandais si c'était un endroit, dit Dora nerveusement. Une maison ou un chemin. Je pensais que ça pouvait signifier quelque chose pour quelqu'un.
Mais je n'ai pas eu le temps de... Eh bien, après l'évanouissement de Cora, j'ai juste paniqué. Tu n'as pas gardé les restes? Non. J'avais peur. Quelqu'un pourrait penser... Eh bien, que j'y suis pour quelque chose. Miss Marple prit une gorgée de thé. Miss Aldridge vous regardait-elle pendant que vous cousiez? Dora hésita. Oui, elle était très concentrée. Je pense qu'elle savait que je l'avais trouvée. Mais elle n'a rien dit, elle a juste regardé fixement. Y avait-il quelqu'un d'autre assez proche pour voir? Elle fronça les sourcils. Madame Carroway peut-être, ou Elsie. Ils étaient en proche. Miss Marple sourit doucement. Alors il faut se demander si ce message n'était pas destiné à Cora Aldridge, peut-être n'était-il jamais destiné à être retrouvé. Alors que le crépuscule s'installait sur Stony Gates-on-Avon, projetant de longues ombres sur les ruelles pavées et les portails couverts de lierre, Miss Marple rentra chez elle. Elle s'assit près de sa fenêtre avec un carnet, non pas vert, mais marron pâle, et dressa une petite liste de son écriture soignée. Wednesday. Place un message cousu dans l'ourlet Cora Aldridge. L'a probablement découvert, puis est décédé. Le vêtement provient du grenier de Madame Carroway qui y avait accès. Qui savait ce que cela signifiait? Elle marqua une pause, puis écrivit « Pourquoi l'ourlet a-t-il été recousu après le décès ?» Miss Marple posa son stylo. Quelque part dans le village, quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour cacher. Faut récupérer. Un message destiné à rester enterré. Et maintenant, Cora Aldridge était morte. Mais que savait-elle? Et plus important encore, qui avait quelque chose à perdre si ses connaissances devenaient publiques? L'air extérieur se rafraîchit. Les fuchsias effleuraient le rebord de la fenêtre. À l'intérieur, Jane Marple était assise en silence, son esprit brodant tranquillement les fragments d'un motif qu'elle seule pouvait voir. Le troisième jour, l'ambiance à Stony Gates-on-Avon avait basculé, passant d'une curiosité anxieuse à une suspicion ouverte. Le village, habituellement uni par un code de civilité tacite, commença à se fragmenter, entre alliances feutrées et échanges de regards discrets sur le pas des portes. Les rideaux frémissaient plus fréquemment. On ne s'attardait plus à la boulangerie ou au primeur. Même les oies le long du ruisseau semblaient klaxonner avec plus de prudence. L'enquête était prévue pour la semaine suivante dans l'attente du rapport complet du coroner. Pourtant, le sergent Tomlinson, sous la pression du comté et face à l'inquiétude croissante des villageois, avait jugé prudent de restreindre le champ de ses investigations. Il avait, comme il le disait fièrement, quelques noms à traiter en priorité. Miss Marple apprit cela, naturellement, non pas du sergent lui-même, mais de la toujours enthousiaste Flora Chilvers, qui, après la messe, s'attarda près de la porte de la Liche juste assez longtemps pour laisser échapper que Dora Chilton avait été formellement interrogée, la pauvre chérie. Elle prononça le mot officiellement avec délectation, comme si on savourait une confiture particulièrement fine. Pas arrêtée, bien sûr, précisa Flora, mais elle laisse rester au poste toute la matinée. J'ai entendu dire qu'il lui avait confisqué ses gants pour les examiner. Pour tester la présence de poison, demanda Miss Marple, plus comme une invite que comme une véritable question. Exactement ça. Cela ne montrerait rien. Ces gants sont anciens. Ils ont probablement passé plus de savon qu'une pension de famille à Londres. Miss Marple eut un léger sourire et murmura quelque chose de vague à propos d'amidon de lessive. Mais tandis qu'elle rentrait chez elle par les ruelles tranquilles, son esprit s'emballait. Le sergent Tomlinson était tombé dans le piège habituel de la facilité. Il s'accrochait au premier suspect qui semblait effrayé. Et Dora l'était assurément. Mais la peur, Miss Marple le savait, était une chose à plusieurs niveaux. De retour à son cottage de Westmore Lane, Miss Marple s'installa dans son fauteuil, un panier à tricot à la main, avec vue sur la rue. De ce poste d'observation tranquille, elle vit Elsie, la servante de Carroway, se précipiter vers la place du village. Elsie avait toujours été fiable, quoique un peu impressionnable. Mais ces derniers jours, elle avait développé un nouveau tic nerveux, comme si les yeux du village perçaient son tablier.
Les soupçons de Miss Marple grandissaient de plus en plus et elle ne croyait pas que la peur se limitait à Dora. Comme par hasard ou par dessein, Elsie repassa 1 heure plus tard, marchant dans la direction opposée avec un panier couvert sur le bras. Cette fois, Miss Marple l'a interceptée à la porte. « Oh, Miss Marple !» Elsie s'arrêta net, les joues rouges. « Je ne vous ai pas vu là-bas. J'allais justement rentrer à... Eh bien, Madame Carroway m'a envoyé chercher du vinaigre et du cirage. »« Quel travail acharné !» dit gentiment Miss Marple. « Je me demandais, ma chère, si vous pouviez me dire un mot. » Elsie hésita, tiraillée entre l'obéissance et l'anxiété. Mais il était impossible de dire non à Miss Marple lorsqu'elle utilisait ce ton particulier, doux, curieux et empreint de juste assez de connaissance pour donner l'impression qu'un refus équivalait à de la culpabilité. « Je me demandais simplement, » continua Miss Marple, « si vous vous souveniez qui d'autre est entré dans le salon après le thé. » Elsie regarda ses pieds. « J'étais dedans et dehors, vous savez, avec le plateau et le linge. »« Oui, bien sûr, mais vous avez vu Miss Aldridge partir, n'est-ce pas? Était-elle seule ?» Elsie hocha lentement la tête. « Oui, elle est partie de mauvaise humeur. Ça se voyait à sa démarche, les lèvres pincées, un peu hérissées. Elle avait son sac à main. Et est-elle sortie par les portes françaises? Elle l'a fait, madame, dans le jardin. Et après ça, Elsie se mordit la lèvre. Monsieur Julian est passé. Vous savez, monsieur Julian Keene, l'avocat. Il est arrivé assez tard. Il a dit qu'il avait été retardé à Fletching. Madame Carroway m'a dit de lui apporter du thé, et je l'ai amené dans le salon. C'était avant le cri. Miss Marple cligna des yeux, cachant sa surprise. C'était la première mention de la présence de Julian Keene au thé. Un retard dans sa mention pourrait s'expliquer par un simple oubli ou par quelque chose de plus délibéré. « Je me demande, » dit Miss Marple, « s'il est resté longtemps ?» La voix d'Elsie baissa. « Pas plus de 10 minutes. Il est parti tout pâle, et il n'avait pas touché à son thé. » Julian Keene était le notaire du village depuis près de 10 ans. C'était un homme bien élevé, la quarantaine bien élevée, qui appréciait le tweed et était réputé pour son sens de la confidentialité. Il vivait dans une ancienne remise à la périphérie du village et apparaissait rarement aux événements sociaux, sauf pour des questions juridiques. Sa défunte mère était une amie de Lavinia Carroway, et il était connu pour gérer ses affaires. Miss Marple lui rendit visite le lendemain matin. Il la reçut dans un bureau lambrissé qui sentait le vieux papier et le tabac à pipe. Des livres bordaient chaque mur, et un mince rayon de lumière tombait sur une lettre qu'il était en train de lire. Il se leva aussitôt lorsqu'elle entra. « Miss Marple, un plaisir inattendu. »« Je ne resterai pas longtemps, monsieur Keene. Je recueille simplement des impressions. À propos de Cora, son visage se raidit légèrement. Je suppose que tout le village l'est maintenant. J'ai cru comprendre que vous étiez arrivé en retard pour le thé, dit-elle. Il hocha la tête. J'avais un rendez-vous pour une succession à Fletching. J'ai dit à Lavinia que je passerais si je pouvais. Avez-vous parlé à mademoiselle Aldridge? Ses lèvres se sont amincies. Seulement brièvement. Elle arrivait à mon arrivée. J'ai dit bonjour. Elle a à peine hoché la tête. Je ne lui ai plus parlé après ça. Miss Marple marqua une pause. Pourtant, vous êtes parti assez vite. Je n'avais aucun goût pour les ragots, dit-il d'un ton neutre. Et la salle était survoltée. Vous savez ce que peuvent être des rassemblements. Comme celui-là. Oui, oui, dit-elle doucement. Ils en disent souvent plus que prévu. Keene hésita, puis dit « Cora Aldridge était une femme difficile. Mais je suis sûr que vous le savez. En effet. Mais parfois les femmes difficiles savent des choses qu'elles ne devraient pas. A-t-elle été impliquée dans des affaires juridiques récemment? » Keene expira. « Officieusement, oui. Elle s'était renseignée sur un testament. Un vieux testament. Un testament relatif à un transfert de propriété dans les années 1930. Elle voulait savoir si les documents existaient encore. Quelle propriété? Il hésita. Un chalet en bordure de ville, mercredi ruelle. Miss Marple hocha la tête sans surprise.
Keane a poursuivi. Je lui ai dit que les actes avaient été perdus pendant la guerre, mais elle semblait très intéressée, trop intéressée, franchement. Elle a laissé entendre que quelqu'un avait caché un document. Est-ce que quelqu'un aurait une raison de la faire taire? Keane n'a pas répondu immédiatement. Cela dépendra du document, dit-il enfin. Mais oui, si c'était le droit, une sorte de document. En milieu de semaine, le sergent Tomlinson convoqua une petite réunion des parties les plus concernées, Dora Chilton, Julian Keane, Lavinia Carroway et Mademoiselle Marple, à la salle des fêtes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une audience officielle, elle avait un air de confrontation. Le sergent espérait que cette proximité pourrait perturber quelqu'un. Dora était assise, les mains pâles et jointes, visiblement mal à l'aise. Julian, Keane est resté impassible. Lavinia Carroway semblait irritée d'être convoquée, et Miss Marple, comme toujours, se montrait polie et attentive. « Je suis obligé de dire, » commença Tomlinson, « que la toxicologie préliminaire suggère que Cora Aldridge a peut-être reçu une petite quantité de digital, extrait de digital, assez pour arrêter un cœur déjà affaibli. » Un murmure traversa la pièce. « Elle a pris le thé comme nous tous, » dit vivement Lavinia. « Moi aussi, mais seule la sienne semble contaminée. » Tomlinson regarda Dora. « Tu as préparé la robe, n'est-ce pas? »« Oui, mais je n'ai pas... » « Personne ne vous accuse, » l'interrompit doucement Miss Marple. « Mais il est possible que la robe n'ait été qu'un simple mécanisme de livraison, ou une fausse piste. » Tomlinson fronça les sourcils. « Un quoi rouge, une distraction, » a-t-elle précisé. « Le véritable indice, sergent, est peut-être la raison pour laquelle Miss Aldridge était si intéressée par un ourlet, et ce qu'elle espérait y trouver caché. » Elle tourna son regard vers Julian Keane. Peut-être que le secret ne lui était pas du tout destiné, mais une fois qu'elle l'a découvert, quelqu'un a eu peur qu'elle parle. Et à Stonygates, les secrets, en particulier les secrets juridiques, ont une longue mémoire. Le même soir, alors que le crépuscule s'étendait sur Stonygates-on-Avon comme une couverture d'ombre, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, son tricot intact et une curieuse agitation dans la poitrine. Quelque chose d'insaisissable flottait au bord de ses pensées. Ce n'était pas tout à fait un fait, mais le forme d'un. C'était souvent le cas au début de la résolution d'un mystère. Un contour se formait avant que l'image ne devienne claire. La mention de voix du mercredi avait confirmé un soupçon, mais en avait ouvert plusieurs autres. Ce petit sentier obscur passait devant le Turnley Cottage abandonné, à la lisière des bois. À peine une ruelle, plutôt une suggestion entre deux haies basses et un poteau de barrière oublié. Peu de gens dans le village s'en souvenaient à moins d'y être invités, et encore moins connaissaient son histoire. Miss Marple, bien sûr, s'en souvenait très bien. Turnley Cottage avait appartenu, bien des années auparavant, à une femme, célibataire et discrète, Clara Pym, qui avait disparu au cours des premiers mois de la guerre. On avait évoqué un cas probable d'évacuation volontaire, ou peut-être une dépression nerveuse, mais le cottage était resté vide depuis, sa propriété perdue dans un enchevêtrement de titres de propriété non réclamés, et la confusion du temps de guerre. La maison était devenue une sorte de fantôme du village. On murmurait à qui voulait l'entendre, on n'y pénétrait jamais. Et voilà que, tout à coup, son nom réapparaissait. D'abord sur l'ourlet d'une robe donnée, puis dans l'aveu réticent de l'avocat. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était une assignation. Le lendemain matin, Miss Marple s'enfila ses chaussures de marche les plus pratiques, enroula une écharpe à motif cachemire autour de ses épaules et partit pour Wednesday Lane. Le vent s'était levé pendant la nuit et les arbres tremblaient légèrement, tandis qu'elle marchait, leurs branches projetant de longs doigts sur les trois sentiers. Des oiseaux s'éparpillèrent de la haie à son passage. Au détour d'un virage, le cottage apparut, petit, affaissé, avec du lierre épais sur son toit et sa cheminée comme un châle serré autour de ses épaules. La porte pendait de travers. Elle l'ouvrit avec précaution, s'engagea sur le chemin d'allée et s'arrêta.
Le jardin était depuis longtemps en fleurs, mais certains éléments subsistaient. Les contours d'un ancien potager, un cadran solaire rouillé, et le squelette, frisé d'un treillis de rosiers. Le temps avait adouci le désordre, mais ne l'avait pas effacé. Tout comme il n'avait pas effacé les secrets du cottage. Elle testa la porte d'entrée, elle était verrouillée, mais une fenêtre latérale, à moitié fermée et déformée par le temps, céda après une poussée ferme. Avec quelque effort, elle grimpa à l'intérieur et atterrit dans un couloir étroit qui sentait la poussière, la moisissure et quelque chose de plus ancien encore, l'oubli. Elle se déplaçait avec précaution, ses pas silencieux sur les planches grinçantes. Quelques gravures décolorées étaient accrochées de travers au mur. Dans le salon, un fauteuil usé faisait face à un foyer froid, avec une tasse de thé toujours perchée à côté, comme si Clara Pym venait tout juste de sortir. La cuisine ne contenait rien d'autre que des toiles d'araignée et une bassine, fissurée. Aucune empreinte de pas ne perturbait la pellicule de poussière sur la table, mais à l'étage, quelque chose attira son attention. Dans la deuxième chambre, une malle à linge se trouvait sous la fenêtre. Ses ferrures en laiton étaient vertes d'oxydation, et son couvercle grinça lorsqu'elle la souleva. À l'intérieur, sous une couche de papier de soie en décomposition, se trouvaient quelques vêtements. Un chemisier, une blouse d'enfant et une fine combinaison en coton, très semblable à celle que Dora avait ourlée. Miss Marple examina attentivement le bordereau. Le tissu était du même gazon pâle et l'ourlet portait des traces de décrochage récents. Aucun message ne restait à l'intérieur de celui-ci, mais quelques fils lâches, encore légèrement froissés, lui disaient qu'il avait autrefois contenu quelque chose. Elle sourit faiblement. Celui qui avait caché le message dans la robe de tombola l'avait prise collecte, de ce tronc. Après tout, il ne s'agissait pas d'un don ancien, mais d'une plantation délibérée. La question était qui l'avait placé là et qui avait eu l'intention de le trouver. Elle ferma le coffre, ses pensées se retournant. Si quelqu'un voulait que cet indice soit découvert, pourquoi le cacher dans une robe de tombola de village? Sauf si, à moins qu'il n'ait été caché là il y a des années. Et c'est seulement par accident qu'il est tombé entre les mains de Dora. Cela expliquerait la panique. Cela expliquerait l'Atimingd, la mort de Cora Aldridge. Les doigts de Miss Marple bougeaient doucement le long de l'ourlet de la blouse, encore dans le coffre, à la recherche de coutures cachées. Rien. Mais alors qu'elle se tournait pour quitter la pièce, son pied effleura quelque chose sur le plancher. Un fragment de papier. Elle avait été glissée sous la plinthe, mais s'était desserrée, peut-être à cause du vent, peut-être à cause de ses pas. Elle l'a ramassé avec soin. Il était jauni, cassant et déchiré, mais toujours lisible. À l'encre bleue délavée, les mots « Wednesday Lane »,« Coffre-fort dans l'ourlet », signé « E ». E.T. Elle plia délicatement le message et le glissa dans son sac à main. Alors qu'elle revenait par la fenêtre et dans l'air vivifiant, ses yeux balayèrent l'allée une dernière fois. Quelqu'un avait déployé de grands efforts pour enterrer ce message, et quelqu'un d'autre avait tout autant tenté de le récupérer. Il lui suffisait de déterminer OMS avait touché le coffre avant Dora, et qui avait su regarder dans l'ourlet. Cet après-midi-là, Miss Marple visita une fois de plus le presbytère, où le révérend Pottle, toujours distrait, l'accueillit, avec un sourire distrait. « Je viens de parcourir les vieux registres, » dit-il joyeusement. « Vous savez, j'ai retrouvé les actes de baptême originaux des nièces de Clara Pym. Elle en avait deux, Evie et Béatrice, je crois. »« Evie et Béatrice, » répéta Miss Marple, le front levé. « Comme c'est très intéressant, le révérend plissa les yeux. « Oui, l'une est partie à Londres pendant la guerre, l'autre... Enfin, je crois qu'elle est restée au village. Mariée à la famille Aldridge, si je ne me trompe. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple restèrent silencieuses ce soir-là, alors qu'elle était assise près du foyer, la tasse de thé oubliée dans sa main. Ses pensées tournaient lentement, méthodiquement, comme si elle réorganisait les fils d'une tapisserie. L'ourlet contenait un message.
Le message a conduit à Wednesday Lane. La maison appartenait à Clara Pym. Clara avait 2 nièces, et l'une d'elles, Béatrice Aldridge, était très toujours dans le village. Le lendemain, Miss Marple rendit une visite discrète au cottage de Béatrice Aldridge. Béatrice fut surprise de la voir. « Oh, Miss Marple, quelle agréable surprise, entrez. C'est juste moi aujourd'hui. Je prépare du thé à la rose musquée, un peu acidulé mais sain. Comme c'est charmant, dit Miss Marple en entrant. Le salon était propre et décoré de napperons, crochetés. Des photographies ornèrent la cheminée, des portraits de famille, la plupart au ton sépia. Miss Marple remarqua l'un d'eux, celui d'une jeune femme debout devant Turnley Cottage. « Est-ce Clara Pym » demanda-t-elle doucement. La main de Béatrice se figea au milieu du versement. « Oui, dit-elle finalement, ma tante. »« Est-ce qu'elle cousait » demanda Miss Marple, l'air apparemment désinvolte. « Oh oui, dit lentement Béatrice. Elle était très douée. Elle confectionnait tous ses sous-vêtements elle-même. Elle ne faisait jamais confiance aux boutiques. Et ses habitudes, gardait-elle des secrets? Les lèvres de Béatrice se pincèrent. « Je ne sais pas. Je crois que oui, dit doucement Miss Marple. Parce que je crois toi, c'est toi qui as visité Turnley Cottage récemment. Je crois que tu as trouvé le coffre. Et je crois que Cora l'a découvert. » Les yeux de Béatrice se plissèrent. « Vous n'avez aucune preuve, juste un message dans un ourlet, dit Miss Marple, et la conscience que les gens tuent pour garder, le passé enterré, surtout quand le passé pourrait détruire un nom de famille. » Béatrice n'a pas répondu. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle remit la théière sur le plateau. Miss Marple se leva. « Je vous laisse prendre votre thé, Madame Aldridge, mais je soupçonne que ce ne sera pas notre dernière conversation. » Elle laissa Béatrice seule dans la lumière déclinante de l'après-midi, son ombre s'étendant sur le tapis du salon. Le passé avait remué, et il n'avait pas fini de parler. Il ne fallut pas longtemps pour que le calme superficiel de Stony Gates-on-Avon commence sérieusement à se fissurer. La mort de Cora Aldridge avait fait l'effet d'une pierre lancée dans une eau calme. Les conséquences avaient été plus profondes que quiconque ne l'aurait imaginé. Au début, le village avait espéré que tout cela s'apaiserait, que les conclusions du coroner concluraient à une cause naturelle et qu'ils pourraient reprendre leurs fêtes estivales et leur thé dansant. Mais le rapport toxicologique suggérant désormais clairement un empoisonnement à la digitaline. Le choc était devenu profond. Un tueur avait marché parmi eux calmement, silencieusement et résolument. Et Miss Marple, sous son air modeste et ses cheveux argentés soigneusement brossés, commençait à recoudre la vérité. Les fils les plus troublants de tous ramenaient maintenant à Béatrice Aldridge. Bien que beaucoup dans le village auraient considéré Béatrice comme une veuve inoffensive avec un penchant pour le gâteau aux graines et le bridge, Miss Marple l'avait toujours trouvée calme dans incalculé en quelque sorte. Son hospitalité, son travail caritatif, sa douceur même n'était pas le produit de l'innocence, mais du contrôle. Sa visite à Turnley Cottage ne pouvait plus être considérée comme une vaine curiosité. Miss Marple devait la confronter. À nouveau, mais cette fois pas sur son propre territoire. L'occasion s'est présentée 2 jours plus tard, lors de la garden party du presbytère. Le révérend Pottle et sa gouvernante, Madame Dodds, avaient insisté pour maintenir la tradition annuelle, malgré les nuages sombres. C'était, disent-ils, un geste de résilience communautaire. En vérité, cela offrait au village un cadre autorisé pour les commérages collectifs, et pour ceux qui étaient soupçonnés, une opportunité de voir et d'être vus, comme si de rien n'était. La pelouse du presbytère avait été tondue, la limonade coulait des pichets en verre, et les delphiniums du jardin étaient hauts et lumineux, comme s'ils n'avaient pas été touchés par la tempête qui s'approchait. Miss Marple est arrivée juste au moment où la cloche sonnait pour annoncer le début du tirage au sort, et elle a repéré Béatrice Aldridge debout près des roses trémières, conversant légèrement avec Lavinia Carroway. C'était un tableau parfait. 2 veuves en manteau de lin, gants blancs, perles.
Mais à mesure que Miss Marple approchait, elle remarqua quelque chose de subtil. La bouche de Lavinia sourit. Ses yeux ne le faisaient pas. Les mains gantées de Béatrice se tordirent légèrement au niveau du poignet, à peine perceptible. Mais là, c'est un tel plaisir de voir le village rassemblé, a déclaré Miss Marple en les rejoignant. En effet, dit Lavinia, même si je dois l'admettre, c'est étrange de ne pas avoir Cora ici. Elle a toujours fait tant d'histoires à propos de la Génoise, n'est-ce pas? Cora a fait toute une histoire tout. Béatrice a répondu sèchement, puis a ajouté « Mais elle avait souvent raison, à sa manière. Elle avait le don de découvrir ce que les autres préféraient enterrer. » Dit Miss Marple d'un ton léger. Il y eut un silence. Le menton de Béatrice se releva légèrement. « J'imagine que c'est pour cela que certaines personnes ne l'aimaient pas, » a déclaré Béatrice. « Ou la craignaient, » ajouta Lavinia. Elle cachait plus de secrets que les archives paroissiales. Le ton de Miss Marple resta doux. « Pensez-vous qu'elle a trouvé quelque chose de dangereux, Madame Aldridge ?» Une autre pause. « Je pense, » dit Béatrice au bout d'un moment, « qu'il faut laisser certaines pierres de côté, pour le bien des autres. »« Cela dépend de qui risque d'être écrasé sous eux, » dit Miss Marple. « Et s'il le mérite ?» Les sourcils de Lavinia se levèrent, mais Béatrice lui fit seulement un sourire serré. « Vous avez vraiment une façon poétique de parler, Miss Marple. Avez-vous déjà pensé à écrire des thrillers? Seulement les gens discrets, » dit Miss Marple, et elle s'excusa. Elle est repartie non pas avec un triomphe, mais avec une confirmation. Béatrice Aldridge avait des secrets, des vieux, mais elle n'agissait pas seule. Sa présence à Turnley Cottage signifiait qu'elle savait ce que l'ourlet pouvait contenir, mais quelqu'un d'autre avait utilisé ces ourlets à tuer. Il y avait encore une autre couche à découvrir. Ce soir-là, Miss Marple a invité Dora Chilton à prendre le thé. La jeune fille arriva nerveusement, avec une boîte de sablés et un sentiment d'effroi. « Je suis restée à l'intérieur, » a-t-elle dit. « Les gens regardaient, à moi, Miss Marple, comme si j'avais fait quelque chose d'horrible. Je ne suis pas sortie de chez moi, sauf pour aller acheter du lait. Je comprends, ma chère, et j'imagine que la police n'a pas facilité les choses. Ils n'arrêtent pas de me demander si j'ai touché le plateau à thé ou la robe. J'ai répondu que j'avais seulement ourlé la robe. Je n'ai jamais rien vu d'étrange, juste ce morceau de tissu, et j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. » Miss Marple versa le thé et l'observa. « Quoi exactement a fait, tu vois, sur le tissu? Il y avait des lignes, » dit Dora en fermant les yeux, « comme une vieille écriture. Elle disait quelque chose à propos de Wednesday Lane et quelque chose qui était en sécurité dans l'ourlet. Mais il y avait une autre partie, je pense. Un nom ou une initiale. Est-ce que c'est vrai? » Les yeux de Dora s'ouvrirent. « Oui, je pense que oui. » Miss Marple hocha la tête. « C'est important, Dora. Plus important que tu ne le penses. Ce message était caché dans l'ourlet il y a des années, probablement par Clara Pym. Je crois qu'elle le destinait à sa nièce, Evie. Mais pour des raisons inconnues, il n'a jamais été retrouvé. Jusqu'à maintenant. » Dora le fixa du regard. « Alors, Cora Aldridge l'a trouvé, et, quoi, a affronté quelqu'un, peut-être, ou peut-être qu'elle ne menaçait confronter quelqu'un. Cora était une experte en manipulation, comme vous le savez. Mais cette fois, je crois qu'elle a coincé la mauvaise personne. OMS. » Miss Marple hésita. « J'ai une théorie, mais j'ai besoin d'une dernière pièce du puzzle pour en être sûr, et cela dépend peut-être de Julian Keene. » Le lendemain matin, Miss Marple se rendit de nouveau au bureau de Julian Keene. Il semblait plus fatigué qu'avant, son col plus ample, son bureau plus encombré. « J'avais le sentiment que tu pourrais revenir, » dit-il. « Je le fais souvent, » répondit Miss Marple, « surtout quand quelque chose ne va pas. » Elle s'assit et le regarda avec une franchise polie. « Vous avez géré les affaires de Clara Pym, n'est-ce pas ?» Il hésita. « Seulement en détail. La majeure partie de sa succession n'était pas réglée. Aucun testament n'était enregistré. Nous pensions qu'elle n'avait pas d'héritier. Pourtant,
Il y avait 2 nièces. Il hocha la tête à contre-cœur. Oui, Béatrice. Et Evie. Mais Evie a disparu après la guerre. Elle a été déclarée légalement morte il y a 10 ans. Miss Marple tapota doucement la poignée de son parapluie sur le tapis. Et si une volonté avait existé, s'il désignait Evie comme bénéficiaire de Turnley Cottage, mais quelqu'un risquait de perdre cet héritage si cela venait à être découvert. Keane pâlit. Alors quelqu'un voudrait peut-être que ce document ne soit jamais révélé. Surtout si cela contredit la propriété actuelle, dit-elle doucement. Il détourna le regard. Mademoiselle Marple, je n'ai pas tué Cora. Je ne crois pas. Mais je crois que tu sais qu'il l'a fait. Le silence tomba. Finalement, il dit « Elle est venue me voir, tu sais, la semaine avant le thé. Cora. Elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose, une preuve. Elle voulait régler ses comptes. Elle n'a jamais dit avec qui, mais j'avais des soupçons. Béatrice, il leva brusquement les yeux. Je ne peux pas le dire. Vraiment pas. Mais toi y as fait, je sais que le message a été cousu dans l'ourlet. Il hocha la tête. Elle m'a montré brièvement la robe. Je lui ai dit de la brûler, de la laisser tranquille. Le regard de Miss Marple était impassible. Et maintenant, elle est morte. Il s'est couvert le visage avec ses mains. Elle ne méritait pas de mourir comme ça, murmura-t-il. Personne ne le sait, dit Miss Marple. Mais quelqu'un a cru qu'un héritage vieux de plusieurs siècles valait un meurtre moderne. De retour à la maison, Miss Marple ajouta une dernière note à son carnet. Motif, héritage. Signifie digital. Accès au jardin, opportunité. Thé à Dovecot Hill Indies, ourlet caché, lié au testament de Turnley Cottage et de Clara Pym. Destinataire probable, Evie, sort inconnu, héritière survivante. Béatrice Aldridge. Elle a fermé le livre. Demain, elle rendrait visite à Béatrice une dernière fois, avec le vicaire comme témoin. La vérité, comme le message cousu si soigneusement dans cet ourlet oublié, était sur le point d'être entièrement détricoté. Le lendemain matin, frais et calme, le soleil formait un disque d'or pâle derrière un voile de brume. Stonygates-on-Avon retenait son souffle, comme en attente. Le village s'était calmé au cours de la semaine écoulée, non plus seulement curieux, mais méfiant. Quelque chose avait changé. Les conversations étaient devenues brèves, les regards s'attardaient, et les silences polis semblaient plus tendus que jamais. Miss Marple se tenait devant son miroir, ajustant la petite broche de son cardigan. C'était une pièce d'argent en forme de chardon, assez ancienne et rarement portée, mais aujourd'hui elle trouvait qu'elle convenait parfaitement au moment. Avec son sac à main, son parapluie et une feuille de papier pliée dans son sac, elle sortit dans la brume matinale et se dirigea vers le presbytère. Elle avait demandé au révérend Pottle d'être présent pour ce qu'elle appelait simplement une conversation délicate. Bien qu'il ne fût pas naturellement porté sur la confrontation, le vicaire avait accepté sans hésiter. L'instinct de Miss Marple se trompait rarement, et d'ailleurs, si la question touchait à l'héritage du village ou à une ambiguïté morale, il était peut-être de son devoir de chrétien d'écouter. Béatrice Aldridge arriva avec 10 minutes de retard et s'excusa avec une raideur qui ne convenait pas à son expression soigneusement poudrée. Elle était vêtue de gris tourterelle, ses gants impeccables, son sourire cassant. Une si belle journée, dit-elle, alors même qu'une brise froide faisait trembler les vitres du bureau du presbytère. Miss Marple inclina la tête. On espère que ça reste sec. Ils s'installèrent sur leurs chaises, le révérend Pottle perché entre eux, une tasse de thé fumant dans le silence. Miss Marple ne bavarda pas cette fois. Elle ouvrit son sac à main et déposa le mot plié sur la table. « J'ai trouvé ça sous le plancher de Turnley Cottage », a-t-elle déclaré. Le visage de Béatrice ne changea pas, mais ses mains se resserrèrent plus étroitement sur ses genoux. « Je crois que vous savez qui l'a écrit », continua doucement Miss Marple. « Il est adressé à quelqu'un, mais pas par son nom.
Mais l'initiale en bas, ET, suggère un destinataire particulier. Peut-être votre cousine Evie? Béatrice inspira et la relâcha, la voix basse. Oui, je connais la note. Je ne savais pas qu'elle avait survécu. Vous êtes allé au chalet récemment, a déclaré Miss Marple. Vous avez ouvert le coffre, vous avez retiré quelques vêtements. Je n'ai pas effacé le message, interrompit vivement Béatrice. Je l'ai vu une fois, il y a des années. Clara me l'a montré, elle a dit qu'elle le cachait jusqu'à ce qu'Evie revienne. Mais elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai visité la maison la semaine dernière, j'ai voulu voir s'il était toujours là. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre l'avait déjà pris. Quelqu'un l'a fait, dit Miss Marple. Et je soupçonne que c'était Cora Aldridge. Le silence s'allongea. Elle a dû aller au cottage après vous, poursuivit Miss Marple. Ou peut-être y était-elle allée avant, soupçonnant quelque chose de caché. Elle avait toujours le flair pour les bêtises. Mais contrairement à vous, elle ne se contentait pas de laisser les choses telles quelles. Elle voulait un moyen de pression. Le visage de Béatrice était pâle. Elle me l'a dit de manière énigmatique, la veille du thé. Elle est venue à la maison et a parlé de coudre des secrets dans du tissu. J'ai cru qu'elle parlait par énigme. Je n'avais pas réalisé. Miss Marple secoua doucement la tête. Je pense que vous a fait réaliser. Et quelqu'un d'autre aussi. Le révérend Potle s'agita enfin, d'une voix douce. « Madame Aldridge, nous ne sommes pas ici pour vous accuser de la mort de Cora. Mais nous avons besoin de votre aide. Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. » Le sang-froid de Béatrice faiblit. « Tu penses que je l'ai empoisonnée ?»« Non, répondit calmement Miss Marple. Mais quelqu'un a peut-être fait ça pour protéger vous, ou quelque chose que vous avez à gagner. » Le souffle de Béatrice se coupa. « Il n'y a aucun testament pour Turnley Cottage dans le dossier, » a poursuivi Miss Marple. « Mais nous savons tous les deux que Clara Pym en a probablement fabriqué un, et je crois qu'elle a laissé le cottage à Evie. Mais Evie n'a jamais été retrouvée après la guerre, et après 7 ans d'absence, elle a été présumée morte. En tant que seul autre parent survivant, vous héritiez de la propriété tranquillement et proprement. » « Je n'en voulais pas, » dit rapidement Béatrice. « C'est une ruine. Mais ça vaut quand même quelque chose, » a déclaré Miss Marple. « À quelqu'un qui n'a plus grand-chose d'autre. » Béatrice cligna des yeux. « Je vous demande pardon ?» Miss Marple se pencha légèrement. « Voyez-vous, il y a quelqu'un d'autre dans ce village qui avait accès aux vêtements de la tombola. Quelqu'un qui les a transportés du grenier au presbytère. Quelqu'un qui a peut-être découvert le message accidentellement en les pliant, et qui, après en avoir compris les implications, craignait que si l'héritier légitime se manifestait, même à titre posthume, l'héritage ne soit contesté et toi, je pourrais tout perdre. » Béatrice ne dit rien, mais sa bouche était devenue sèche. « Tu veux dire... »« Elle si, murmura-t-elle. »« Je le fais, » dit doucement Miss Marple. Le presbytère était plus froid, même si la bouilloire sifflait faiblement dans la cuisine. Le révérend Potle s'excusa pour préparer une nouvelle théière, manifestement en manque d'activité. Béatrice se rassit sur sa chaise en secouant lentement la tête. Elle est avec Lavinia depuis des années. Elle ne... Je ne le ferai pas sans tuer, proposa Miss Marple. Peut-être pas pour elle-même, mais pour toi. Par loyauté mal avisée, ou de la gratitude, vous l'avez accueillie, n'est-ce pas? Je l'ai embauchée alors que personne d'autre ne le ferait, après son licenciement de cette maison de Crawley. C'était une fille, dit faiblement Béatrice, à peine 16 ans, mais impressionnable et facile à diriger. Les yeux de Béatrice brillaient de quelque chose qui n'était ni vraiment du chagrin, ni vraiment de la culpabilité. « Je ne lui ai jamais rien demandé, » dit-elle. « Mais si elle pensait que j'étais en difficulté, si elle pensait que Cora voulait me ruiner, elle a peut-être agi de sa propre initiative, » a terminé Miss Marple. « C'est ce qui le rend si dangereux. » Mademoiselle Marple quitta le presbytère 1 heure plus tard, après avoir promis de ne pas prévenir la police pour l'instant. Elle avait besoin d'une dernière confirmation. Ce soir-là,
Elle retourna à Dovecote Hill. Lavinia Carroway la reçut avec une cordialité réservée. « Je ne prétends pas que ce n'est pas une surprise, » a-t-elle déclaré. « J'ai toujours préféré arriver juste avant le souper, » dit Miss Marple avec un petit sourire. Elle a demandé à parler à Elsie. Lavinia haussa un sourcil, mais convoqua néanmoins la servante. Elsie entra, s'essuyant, les mains sur son tablier. Elle paraissait fatiguée, plus pâle que d'habitude, et ses yeux s'égaraient trop vite. « Je me demandais simplement, » dit doucement Miss Marple, « si vous vous souvenez de l'ourlet sur lequel Dora a travaillé lors du thé de couture. » Elsie se figea. « Oui, madame. Il y avait quelque chose dedans. Tu l'as pris, n'est-ce pas ?» Elsie n'a rien dit. « Ce n'était pas pour toi. Tu ne l'as peut-être pas compris. Mais tu savais qu'Cora l'avait trouvé et tu avais peur qu'elle s'en serve pour blesser quelqu'un. » Toujours le silence. « Elsie, » dit doucement Miss Marple, « je crois que tu as mis quelque chose dans son thé. Tu pensais que ça l'effrayerait, rien de plus, mais avec son cœur fragile. » Les mains d'Elsie commencèrent à trembler. « Je ne voulais pas la tuer, » murmura-t-elle. « Je le jure. Elle a dit des choses si cruelles. À propos de Miss Béatrice. À propos du fait qu'elle n'était pas réelle famille. Elle a dit qu'elle allait appeler un avocat et tout révéler. Je pensais que si elle était malade, elle arrêterait. J'avais vu la bouteille dans l'abri de jardin, la teinture. Juste quelques gouttes. Je ne voulais pas dire... » Miss Marple hocha lentement la tête. « Je te crois. Mais la loi, elle le savait, ne pardonnerait pas autant. » Ce soir-là, seule dans son salon, Miss Marple alluma le feu et se servit un modeste verre de sherry. Le meurtre n'avait pas été commis par cupidité ou haine, mais par peur, mal avisée. Maladroite est née d'une loyauté mal avisée. Cela ne ramènerait pas Cora Aldridge. Mais peut-être qu'avec le temps, cela permettrait au village de respirer à nouveau. Dehors, les étoiles surgissaient une à une, faibles et vacillantes. Demain, elle écrirait à son neveu Raymond à propos de cette affaire, qu'il appréciait tellement les bons rebondissements, même s'il n'avait jamais vraiment cru qu'elle y parvenait sans une sorte de complice secret. Elle sourit intérieurement et reprit son tricot. Les jours qui suivirent furent lourds d'attente. Bien qu'aucune arrestation officielle n'ait été effectuée, la machine silencieuse de l'enquête avait commencé à tourner. Le sergent Tomlinson, après avoir été discrètement informé par Miss Marple, avait emmené Elsie pour l'interroger. Il n'y avait pas eu de scène publique, pas de démenti dramatique, seulement une jeune fille au visage pâle qui se laissait entraîner, son tablier encore humide, ses doigts noués. Les villageois réagirent avec le silence stupéfait qui accompagnait toujours de telles révélations. Certains exprimèrent leur incrédulité, d'autres leur curiosité. La plupart s'accrochèrent à l'histoire qui leur semblait la plus rassurante. Cette pauvre et douce Elsie avait été poussée trop loin par cette horrible Cora. Mais Miss Marple, malgré toute sa gentillesse, savait qu'il n'en était rien. La vérité était rarement évidente. Pourtant, quelque chose la tirait. Les faits étaient arrangés, les aveux prononcés, le poison confirmé. Pourtant, un fil semblait inachevé. Ce n'était pas exactement le crime, mais le timing de la découverte. Qui avait conduit Cora à la robe? Et plus curieusement, pourquoi la robe avait-elle même été apportée au thé de couture en premier lieu? Elle avait besoin d'en être sûre, et cela impliquait de mettre en place un test final et silencieux. Tard un matin, Miss Marple rendit une visite polie à Lavinia Carroway Dovecote Hill était de nouveau calme. Trop calme, pensa Miss Marple, comme un théâtre après que le rideau soit tombé, mais avant que les acteurs n'aient vraiment quitté la scène. Le salon ne portait aucun signe du chaos qui l'avait brièvement saisi. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle. Le même service de thé fleuri était en place, et Lavinia elle-même était plus raffinée que jamais, vêtue de soie anthracite avec une seule perle sur le cou.
C'est vraiment inattendu, dit Lavinia en acceptant la main gantée de Miss Marple. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je venais de m'installer avec un nouveau magazine. Miss Marple s'installa dans le fauteuil et croisa les mains sur son sac à main. J'ai pensé qu'il était temps qu'on se parle franchement, Lavinia. De femme à femme. Oh? Le sourire de Lavinia ne faiblit pas. À propos de cette chère Cora, entre autres choses, un silence délicat. Puis Lavinia tendit la main vers la théière. Du lait? Juste une éclaboussure. On versa du thé, on proposa et on déclina des gâteaux. Puis Miss Marple se pencha légèrement en avant, d'une voix légère mais précise. J'ai réfléchi à l'ourlet. La main de Lavinia s'arrêta dans les airs. L'avez-vous? Oui. Curieux de savoir comment elle est tombée, non? Une vieille robe de ton grenier, sortie soi-disant pour une œuvre caritative. Et pourtant elle contenait un message caché destiné à quelqu'un d'autre. Quelle coïncidence! Lavinia baissa sa tasse. Tu ne veux tout de même pas insinuer que c'est moi qui l'ai planté? Non, dit doucement Miss Marple. Je crois, toi, je l'ai trouvé. Un long silence. Je crois qu'en triant le carton du grenier, peut-être avec Elsie, vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans la couture. Et en femme prudente et calculatrice que vous êtes, vous l'avez examiné, vous avez vu le message, vous en avez compris le sens. La bouche de Lavinia s'éclaircit. Et alors? Et je crois que tu l'as montré à Cora. Une lueur s'alluma dans le regard de Lavinia. Pas de déni, mais quelque chose de plus froid. Une appréciation. Je n'avais aucune raison de le lui montrer. Oh, mais je pense que tu avais toutes les raisons. Cora était devenue un handicap. Elle savait aussi beaucoup de gens. Et si ce message lui a permis de semer le trouble, par exemple en relançant la question de la propriété de Turnley Cottage, vous auriez peut-être pensé qu'il valait mieux la laisser faire. La tasse de Lavinia tinta contre sa soucoupe. « Mademoiselle Marple, dit-elle prudemment, m'accusez-vous de meurtre? Pas du tout. Je vous accuse des stratégies. » Miss Marple croisa son regard. « Vous n'avez jamais touché au poison. Vous avez simplement allumé la mèche et attendu. Vous avez montré l'ourlet à Cora. Vous l'avez encouragée à l'apporter au thé. Vous connaissiez son tempérament. À quel point elle ne pouvait pas résister à l'envie de confier un secret à quelqu'un. Et vous saviez que si elle le faisait entendre trop fort, la mauvaise personne pourrait prendre des mesures désespérées. Lavinia se rassit lentement. « Vous n'avez aucune preuve. »« Non, admit Miss Marple, seulement le comportement. Mais la nature humaine est très fiable à cet égard. » Elle sirota son thé. « Tu as toujours été très prudente, Lavinia. Le village te respecte. Tu organises les événements. Tu gères les collectes de charité du vicaire. Tu écris des mots de condoléances en cas de décès. Mais tu n'hésites pas à arranger les choses, juste comme ça. Orienter la conversation, planter le décor. Et quand tu as réalisé que l'ourlet contenait quelque chose de dangereux, tu as décidé de ne pas l'enterrer. Tu as décidé de laisser quelqu'un d'autre porter la culpabilité. » Le visage de Lavinia était à nouveau calme, mais ses yeux contenaient une trace d'admiration. « Vous avez un esprit très vif pour une femme qui se cache derrière des aiguilles à tricoter. » Miss Marple sourit. « Ce sont toujours les plus discrets, ma chère. » Miss Marple quitta Dovecote Hill peu après-midi. Le soleil était plus haut, repoussant la brume, et des voix d'enfants résonnaient faiblement dans la verdure. Elle marchait lentement, pensive. La vérité était venue, non pas dans une confession, mais dans le silence, dans ce qui n'était pas dit, et ce silence était la réponse. De retour chez elle, elle trouva une lettre qui l'attendait à la poste. Elle venait de Raymond, son neveu, et regorgeait d'anecdotes amusantes sur son dernier voyage à Venise. Mais les pensées de Miss Marple étaient encore emmêlées à Stonygates. Elle se dirigea vers le buffet et ouvrit une dernière fois son cahier. Clara Pym a laissé un message à Evie Béatrice Aldridge. Le savait, craignait le scandale. Elsie, loyale, impressionnable, a commis l'acte Lavinia Carroway catalyseur. Résultat manipulé Cora Aldridge. Victime, mais aussi menace, elle, tapota légèrement son stylo sur le nom final.
Et puis elle écrivit encore une ligne, là. Justice revêt de nombreuses formes. Tous ne portent pas l'uniforme. 2 jours plus tard, les journaux annonçaient qu'aucune charge ne serait retenue. Les preuves étaient insuffisantes pour une condamnation pour meurtre. Le décès de Cora Aldridge serait officiellement enregistré comme un cas suspect mais non prouvé, d'insuffisance cardiaque induite par une exposition à la digitaline. Elsie fut discrètement renvoyée de Dovecote Hill et envoyée chez des proches dans le Derbyshire. Pas de poursuite, pas de procès, juste une fin. Les villageois, bien que déçus par l'absence de gros titres scandaleux, reprirent bientôt leurs habitudes. L'Église organisa une brève cérémonie commémorative. Le pasteur offrit de douces réflexions sur le pardon et le fardeau de la vérité. Et à la fin de la semaine, le cercle de couture de la charité se réunit à nouveau, sans Cora, bien sûr. Miss Marple retourna dans son jardin. Les rosiers avaient besoin d'être taillés, et les fuchsias étaient devenus indisciplinés. La vie, comme toujours, continuait son chemin, et tandis qu'elle coupait une branche d'épines tenaces du treillis, elle ne pensait pas au poison, ni aux volontés, ni aux secrets enfouis dans les ourlets, mais à la façon dont de simples vérités pouvaient parfois être déformées en des formes terribles. Le petit matin de juillet s'est levé avec une clarté qui avait échappé au village depuis des jours. Une légère brise jouait à travers les rideaux de dentelle du salon de Miss Marple, tandis que l'appel des palombes résonnait à travers les haies. Il y avait quelque chose de pur dans l'air, d'une manière inquiétante, comme si la nature elle-même avait pressé un tissu frais sur le front du village pour apaiser les récentes perturbations. Mais toutes les blessures ne guérissent pas aussi facilement. Tandis que les journaux avaient disparu et que les villageois étaient impatients de retrouver le confort des thés à l'église et des annonces paroissiales, Miss Marple demeurait perturbée. Elle le sentait au bout de ses doigts, dans la tension délicate qui s'accrochait toujours aux limites d'un motif non résolu. Le crime lui-même avait, à bien des égards, été résolu. Elsie avait avoué, le motif était compris et les conséquences tragiques acceptées. Et pourtant, il y avait toujours la question de pourquoi le message dans l'ourlet avait fait surface maintenant, et cela, croyait Miss Marple, n'était pas un hasard. Le crime avait un déclencheur, certes, mais il avait aussi été chorégraphié. Elle avait passé les 2 derniers jours à arpenter les sentiers du village, non pas pour approfondir ses recherches, mais pour réfléchir. C'est au cours d'une de ces promenades, sur l'étroit sentier ombragé qui menait à l'étang du moulin, que la dernière pièce s'était discrètement mise en place. Pas le poison, pas l'ourlet, pas même le message, c'était la volonté. Il y avait été un testament, celle de Clara Pym. Miss Marple en était désormais sûre, mais il n'a jamais été déposé ni lu publiquement, et quelqu'un avait pris des mesures pour s'assurer que cela ne se produirait jamais. Quelqu'un qui savait comment obscurcir les enregistrements, manipuler les chronologies et guider les conversations sans déclencher la moindre alarme. Il était temps de tout mettre à nu. La salle des fêtes, lieu intemporel des concours de fleurs, des danses de guerre et des pièces de théâtre amateurs, redevient un théâtre, cette fois pour la vérité. Le révérend Pottle avait accepté, à contre-cœur mais consciencieusement, d'organiser une réunion de réflexion communautaire, à la suite des événements tragiques. Miss Marple avait suggéré l'idée avec douceur, connaissant parfaitement le pouvoir d'un tel décor. « Je pense simplement, » avait-elle dit, « qu'il serait utile à tout le monde que nous ayons un moment pour parler franchement, avec dignité, avec clarté. » La nouvelle s'est répandue rapidement. La curiosité, comme toujours, était la monnaie la plus forte. À Stonygates. En milieu d'après-midi, la salle principale était à moitié pleine. Lavinia Carroway, impeccablement vêtue de bleu marine, était assise au premier rang. Julian Keene se tenait contre le mur du fond, les bras croisés. Dora Chilton serrait un programme contre elle, comme pour la protéger. Même Béatrice Aldridge était venue attirée par un sentiment d'inéluctabilité.
Miss Marple attendit que le murmure des salutations se soit dissipé, puis s'avança vers la petite estrade où siégeaient habituellement les juges de l'exposition florale. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » commença-t-elle d'une voix calme, douce et résolument ferme, « mais je crois qu'il est temps que nous disions la vérité à voix haute, pour notre bien à tous. » Elle s'arrêta, laissant le silence s'approfondir. Nous savons tous que Cora Aldridge est morte subitement, dans des circonstances suspectes. Ce point, au moins, est incontesté. Nous savons aussi qu'Elsie, la femme de chambre de Lavinia, a avoué avoir mis de la teinture de digitaline dans le thé de Cora. Par loyauté, pensons-nous. Par peur. Elle croyait peut-être défendre une personne menacée. Elle jeta un coup d'œil à Béatrice, dont les mains étaient jointes sur ses genoux, les jointures blanches. Mais remontons plus loin. Retournons à Turnley Cottage. Un murmure parcourut la pièce. « Oui, » dit Miss Marple, « cette petite maison oubliée près de Wednesday Lane, car c'est là que Clara Pym vivait, et c'est là qu'était caché un message, cousu dans un ourlet, destiné à sa nièce. Un message qui a refait surface non pas par accident, mais par un dessein discret. » Elle laissa le silence planer avant de continuer. « Je crois que le message a été semé, non pas il y a des années, mais récemment quelqu'un avait découvert le testament de Clara, ou du moins savait qu'il avait existé, et quelqu'un craignait ce qui pourrait arriver s'il était découvert. Tous les regards se tournèrent désormais vers Julian Keene. L'avocat s'avança, la bouche pincée. « Mademoiselle Marple, je vous l'ai déjà dit, Clara Pym n'a jamais à déposer. »« Vous avez tout à fait raison, l'interrompit-elle. Elle, je ne l'ai jamais déposée, mais je crois qu'elle a donné à quelqu'un. Quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un dont elle pensait qu'il ferait le bon choix. » Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit un papier plié. Ce document a été retrouvé caché derrière un tiroir dans le coffre de Turnley Cottage. Un brouillon non signé peut-être, mais clairement préparé par des mains légales. Elle l'ouvrit lentement. Il nomme Evangeline Pym, Evie, comme unique bénéficiaire du chalet et de tous les actifs associés. Pas Béatrice. Des halètements. Une femme a murmuré « Oh, mon Dieu !» Béatrice se leva légèrement, puis se rassit. « Maintenant, dit doucement Miss Marple, Evie a disparu pendant la guerre, elle était présumée morte, et sans testament, la succession est naturellement revenue à Béatrice. Mais quelqu'un savait que si ce document faisait surface, si Evie avait effectivement été en vie, cela jetterait le doute sur l'ensemble de l'héritage. » Elle se tourna vers Julian Keene. « Je crois, toi, j'ai découvert ce projet de testament, monsieur Keene. Peut-être il y a des années, peut-être plus récemment, mais tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Et quand Cora Aldridge l'a découvert, soit par elle-même, soit par la langue d'un autre, vous avez essayé de la faire taire. Je n'ai jamais levé la main sur elle, » dit Julian, la voix tendue. « Non, acquiesça Miss Marple, vous ne l'avez pas fait, mais je crois que vous avez suggéré, subtilement, que l'affaire pourrait être dangereuse, et cette suggestion est parvenue aux oreilles d'Elsie. » Le visage de Julian pâlit. « C'est pure spéculation. »« Peut-être, » dit-elle. « Mais dites-moi, pourquoi avez-vous visité Dovecote Hill cet après-midi-là? Vous avez dit que c'était pour affaire, mais il n'y avait pas de rendez-vous. Vous êtes arrivé en retard, vous n'êtes resté que 10 minutes et n'avez jamais touché à votre thé. Quel était précisément votre but? Il n'a rien dit. Je suggère, poursuivit Miss Marple, que vous soyez venu avertir Cora. Pour la convaincre d'abandonner l'affaire. Vous avez échoué. » Elle se tourna vers la pièce. « Lavinia Carroway a également joué un rôle. Elle a découvert le message dans l'ourlet avant même que Dora ne touche la robe. Elle l'a transmis à Cora, peut-être innocemment, peut-être pas. Mais elle autorisait le jeu à jouer, sachant très bien que les secrets engendrent des conséquences. » L'expression « de Lavinia » ne changea pas. « Je n'ai empoisonné personne, » dit-elle doucement. « Non, » acquiesça de nouveau Miss Marple. « Vous vous êtes simplement écarté et avez laissé la poudrière se déchaîner. » Puis, finalement, elle regarda « Béatrice,
Vous aussi, vous aviez des raisons d'avoir peur. Vous aviez quelque chose à perdre. Mais je crois qu'au fond de votre cœur, vous n'avez jamais souhaité de mal. Seulement la paix. Seulement le silence. Béatrice baissa la tête. Le silence, murmura-t-elle, peut être aussi tranchant qu'un couteau. Miss Marple inspecta la pièce. Elle a vu la culpabilité. Choc, chagrin. Mais plus encore, un soulagement. La vérité, enfin, avait été dite. Pas de salle d'audience, pas de procès, pas de marteau retentissant. Mais la justice, en quelque sorte, avait été rendue. La réunion s'est terminée dans le silence. Personne ne s'est précipité pour prendre la parole. Personne n'a osé. Miss Marple rentra chez elle sous le soleil de l'après-midi, longeant les grilles du jardin et les murs de pierre tachetés, de mousse. Elle n'éprouvait aucune satisfaction, seulement une douce lassitude. La nature humaine, songea-t-elle, est rarement mauvaise à la racine. Elle s'en mêle, tout simplement, comme le lierre sur le mur de la vieille église, se tordant, grimpant, masquant les vérités jusqu'à ce que quelqu'un vienne d'une main ferme le tailler. De retour dans son salon, elle plaça le projet de testament dans le tiroir de son bureau et retourna à sa broderie. L'ourlet qu'elle cousait désormais n'avait plus de secret, seulement des marguerites en fil bleu pâle. Dehors, la vie a repris. Mais à l'intérieur des murs de Stony Gates en Avon, les échos de ce qui avait été caché persisteraient encore. Un peu. Une semaine s'est écoulée. Stony Gates en Avon est revenu avec une rapidité surprenante à ses routines, du moins en surface. Les pelouses ont été tondues, les paniers du marché transportés, les répétitions de la chorale ont repris. Pourtant, au-delà de tout cela, quelque chose de subtil avait changé dans les rythmes du village, comme si tout le monde bougeait, qu'un demi-temps plus lentement, mesurait ses mots 2 fois avant de parler et gardait son regard une seconde de trop. On parlait de moins en moins de Cora Aldridge, mais pensait d'elle de plus en plus. Son absence créait un espace étrange, comme une chaise qui n'est plus utilisée mais jamais retirée. Après tout, elle avait façonné le village par sa présence, aussi abrasive soit-elle. Il n'y a pas eu de funérailles. Son corps avait déjà été incinéré discrètement sur l'insistance de son frère, un détail qui a suscité des murmures, mais pas de protestation ouverte. Aucun service commémoratif n'était prévu, aucune fleur n'était déposée à l'entrée du cimetière. Mais dans l'esprit des villageois, l'affaire persistait comme la dernière note d'un accord non résolu. Dora Chilton reprit ses promenades dans la rue principale, tout en gardant les yeux baissés et en évitant les longues conversations. Les gens étaient polis, trop polis. Elle n'était plus considérée comme une suspecte, mais les stigmates de la proximité s'accrochaient à elle comme un parfum répandu sur la soie. Chez l'épicier, elle se tenait silencieusement derrière. Béatrice Aldridge, jusqu'à ce que Béatrice se retourne et lui offre un bref et cassant sourire. « Je suis heureuse de te voir dehors, Dora. Merci, Madame Aldridge. » Aucun d'eux n'a mentionné Cora, ou le thé à coudre, ou le testament. Ils n'en avaient pas besoin. À Dovecote Hill, Lavinia Carroway s'occupait. Elle commença à réorganiser les meubles, à faire don de vieux livres à l'église et à faire aménager une nouvelle allée de gravier pour le jardin, une distraction peut-être, pour oublier ce qui la troublait. Sa conversation restait légère et animée, mais son service de ménage était désormais assuré par des intérimaires des villages voisins. Elle disait préférer la flexibilité. En vérité, personne à Stony Gates ne voulait prendre la place d'Elsie. Quant à Julian Keene, il est devenu plus reclus. Ses heures de bureau juridique ont été raccourcies. Ses apparitions publiques se sont réduites. Son nom, autrefois prononcé avec un doux respect, arborait désormais une légère grimace lorsqu'il était prononcé. Les gens se rappelaient combien il avait peu parlé, combien il était arrivé tard au thé, et combien de fois il avait commodément oublié les détails de vieux dossiers. Il n'avait pas commis de meurtre. Mais Miss Marple savait que le silence pouvait être tout aussi corrosif. Miss Marple, quant à elle, traversait les journées avec une grâce tranquille.
Elle reprit son cercle de broderie, écrivit à son neveu Raymond, et offrit le thé au vicaire et à Madame Dodds, qui trouvaient encore du réconfort dans les sablés et les serviettes en lin. Mais de temps en temps, lorsque le ciel devenait gris en fin d'après-midi ou que le vent remuait les roses le long du mur du jardin, ses pensées revenaient à l'ourlet, le message cousu il y a si longtemps, le papier fragile avec son encre fanée, la façon dont il avait survécu, silencieux, à travers les décennies, attendant patiemment d'être lu. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Clara Pym avait pressenti le chaos que cela provoquerait un jour, ou si, en le laissant derrière elle, elle avait espéré que cela pourrait enfin déclencher quelque chose. Droite. Certains messages étaient destinés à être lus, d'autres à être découverts au moment précis où ils ne pouvaient plus être ignorés. Par un mercredi après-midi calme, une semaine après le rassemblement à la salle des fêtes, Miss Marple reçut un visiteur inattendu, Béatrice Aldridge. Elle arriva sans prévenir, vêtue d'un rose pâle, sans chapeau, l'air réservé mais le regard clair. Miss Marple l'accueillit et la conduisit au salon où une théière fraîche infusait déjà. « Je n'étais pas sûre de venir, » dit Béatrice en acceptant sa tasse, « mais je sentais que je devais venir. »« De rien, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Du sucre ?» Béatrice a refusé. Elle resta assise un long moment, tournant sa tasse dans ses mains. « Je voulais vous remercier, dit-elle enfin. Pas seulement pour ce que vous avez révélé, mais pour la manière dont vous l'avez révélé. » Miss Marple inclina légèrement la tête. La gentillesse comme la cruauté a tendance à se multiplier, et la clarté est une grâce même si elle est douloureuse. Béatrice esquissa un petit sourire amer. J'avais tellement peur, vous savez, pas de perdre le cottage, ni même d'être exposé, mais d'être jugé. Stony Gates ne pardonne pas facilement. Non, acquiesça Miss Marple. Mais ça oublie très vite, si vous le permettez. Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, le tic-tac de la pendule marquant doucement la pause. « Pensez-vous, » demanda doucement Béatrice, « que j'ai eu tort de garder le silence sur le testament ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. « Je pense, » dit-elle lentement, « que tu étais humain. Tu as fait un choix. Tu n'étais pas le seul à le faire, mais je pense aussi que le silence devient dangereux quand il ne sert que nous-mêmes. » Béatrice hocha la tête une fois. « J'ai l'intention de découvrir ce qu'il est advenu d'Evie, » dit-elle, « même si elle est partie depuis longtemps, même si cela ne change rien. Je pense que Clara voudrait que quelqu'un le sache. Je crois qu'elle le ferait, » a déclaré Miss Marple. Béatrice se leva et posa sa tasse de côté. « Au revoir, Miss Marple. Au revoir, Madame Aldridge. » Et sur ce, elle partit, sa silhouette disparaissant dans l'allée, digne, mais non intacte. Ce soir-là, Miss Marple s'assit une fois de plus à son bureau, écrivant les dernières lignes dans son carnet en cuir marron. Note finale, Cora Aldridge est décédée d'un empoisonnement à la digitaline, administré par Elsie dans l'intention de provoquer la peur et non de tuer. Elsie a agi seule, mais sous l'influence des peurs et des suggestions, tacite des autres. Lavinia Carroway a rendu la situation possible, en plaçant le message entre les mains de Cora, sachant que cela provoquerait des troubles. Julianne Keene a caché la vérité sur le testament de Clara Pym, susceptible de préserver les réputations et les biens. Béatrice Aldridge se tenait au centre, non coupable d'action, mais de silence. L'ourlet, cousu, recousu et finalement décousu, contenait une histoire qui autrement serait restée enterrée. Une histoire d'héritage, de peur et du prix des secrets. Devant sa fenêtre, le village s'assombrit, les toits plongeant dans le crépuscule comme des ailes repliées. Un chien aboyait au loin. Les premières étoiles tremblèrent. Miss Marple ferma son cahier, le replaça doucement dans son tiroir et se tourna vers la bouilloire. La nuit viendrait doucement, comme toujours. La vie, curieusement, continuait. Mais à Stony Gates-on-Avon, malgré toute sa paix et son charme, la nature humaine restait tout aussi imprévisible, tout aussi complexe.
et tout aussi vulnérable au moindre fil, tiré au bon ou au mauvais endroit. Et dans un cottage tranquille de Westmore Lane, une vieille dame aux yeux bleu pâle et à l'esprit bien rangé serait toujours là pour le remarquer. L'été s'est terminé. Août arriva tranquillement, avec des brises chaudes caressant les haies et des abeilles somnolents dans la lavande, près des murs de pierre du jardin de Stonygates-on-Avon. Après ces secousses, le village s'était installé dans une accalmie, celle qui suit souvent un jugement. À y regarder de plus près, la vie semblait inchangée. Mais derrière ce silence, il y avait un subtil sentiment de renouveau. Comme un tissu réparé après usage, jamais tout à fait le même, mais à nouveau entier. Miss Marple était assise près de sa fenêtre ouverte, le parfum de ses roses tardives embaumant le salon, tandis que le cliquetis rythmique de ses aiguilles à tricoter marquait le rythme. Elle ne travaillait sur aucune commande. Le vêtement posé sur ses genoux n'avait aucune urgence, aucun destinataire. C'était simplement un cardigan en laine bleu pâle, dont le motif était suffisamment complexe pour occuper ses mains, tandis que ses pensées se portaient ailleurs. L'affaire de l'ourlet, si faussement doux dans ses origines, si surprenant dans ses conséquences, avait laissé derrière elle une atmosphère de conséquences silencieuses. Elle y repensait souvent par éclairs. La robe pâle étalée sur les genoux de Dora, la légère tension dans la mâchoire de Béatrice, la tasse de thé à moitié vide près du fauteuil de Cora. Miss Marple avait depuis longtemps appris à distinguer les crimes passionnels de ceux du désespoir silencieux. Les premiers explosaient comme le tonnerre, les seconds s'infiltraient comme du bois humide et pourri de l'intérieur. Seuls les crimes désespérés persistaient. La mort de Cora Aldridge n'avait pas été préméditée, et pourtant elle avait été favorisée, voire entretenue, par un réseau de motivations indirectes et de peurs murmurées. Cela lui rappela une phrase de son amie Mademoiselle Witherby. La plupart des problèmes, chère Jane, ne viennent pas de la méchanceté, mais de l'incapacité à dire la vérité au moment opportun. Elle baissa les yeux sur son tricot. Ce sentiment aurait très bien pu être intégré à l'ourlet même qui a tout déclenché. Plus tard dans la matinée, Miss Marple reçut une lettre. L'écriture était inhabituelle, mais soignée, comme si chaque mot avait été pesé avant d'être couché sur le papier. Le cachet de la poste provenait d'une petite ville du Northumberland. Elle l'ouvrit avec le coupe-papier à manches en ivoire que Raymond lui avait offert un Noël, et déplia la page unique. « Chère mademoiselle Marple, vous ne me connaissez pas, mais je crois que vous connaissiez ma tante, Clara Pym. Je m'appelle Éléonore. Je suis sa nièce, la fille d'Evie. Ma mère est décédée il y a 3 ans. Elle parlait souvent de son enfance à Stonygates-on-Avon et de la tante qui l'avait aidée à l'élever après la guerre. Parmi ses affaires, j'ai récemment trouvé une boîte de lettres. Plusieurs mentionnaient un cottage sur Wednesday Lane et une femme nommée Béatrice. Il y avait aussi des notes concernant un message caché qu'elle n'avait jamais récupéré. J'ai cherché dans les registres du village et suis tombé sur votre nom. J'espère que ce n'est pas trop pressé d'écrire, mais je voulais dire merci. Ma mère a toujours senti qu'il y avait quelque chose de non résolu dans son passé. Si d'une manière ou d'une autre cela a été mis de côté, j'en suis reconnaissant. Si le chalet existe toujours, j'aimerais y aller un jour, pour voir ce qu'elle n'a jamais pu voir. Cordialement, Eleanor M. Reid. Miss Marple a lu la lettre, 2 fois le cœur tranquille avec le genre d'émotion qui n'exigeait pas d'expression. Donc Evie avait vécu, avait fait une vie. Il avait transmis l'histoire par fragments, comme un héritage caché dans les fonds de tiroirs et dans des souvenirs inexprimés. Elle se leva de sa chaise et sortit son carnet du tiroir. Elle l'ouvrit à la dernière page, sortit son stylo-plume et écrivit une dernière note de son écriture précise, post-scriptum. Evie a survécu. La ligne continue. La maison peut encore avoir un héritier. Le message de Clara est arrivé. À destination, entre les mains d'étrangers, au prix d'une vie, mais il est arrivé. Elle marqua une pause, puis ajouta, « Même le plus petit fil, lorsqu'il est tiré,
peut modifier l'ensemble du motif. Ce week-end-là, le vicaire a organisé un petit thé dans le jardin de l'église. Il ne s'agissait ni d'un mémorial, ni d'un événement caritatif, simplement d'un rassemblement de voisins, comme c'était la coutume depuis longtemps, avant que les jours ne raccourcissent. Miss Marple était présente dans une robe gris pâle, avec un col en dentelle pressée. Elle avait apporté 2 pots de sa célèbre confiture de mûre et une boîte de biscuits au citron en forme de hérisson. À sa légère surprise, elle trouva Béatrice Aldridge déjà là, assise sous le hêtre avec un livre sur ses genoux. Béatrice se leva en la voyant. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais, dit-elle. Et ta compagnie te manque. » Miss Marple a répondu avec un sourire. « J'ai raté nos discussions acidulées sur les proportions du sherry. » Le visage de Béatrice s'adoucit. « J'ai écrit à Éléanore, dit-elle doucement. J'ai inclus les documents, la copie du testament, une photographie de Clara. » Miss Marple hocha la tête. « C'est gentil à vous. C'était bien. » Elle baissa les yeux. « J'ai également mis le chalet en fiducie par l'intermédiaire de Julian. Il restera dans la famille, si elle le souhaite. »« Je pense qu'elle le fera, » a déclaré Miss Marple. Ils s'assirent ensemble sous l'arbre, regardant Dora servir le thé à une table voisine. Son sourire était plus facile maintenant. Plus personne ne murmurait à son sujet. Le cercle de couture l'avait même invité à animer la prochaine réunion. Le temps, comme les travaux d'aiguille, adoucit les bords lorsqu'il est manipulé avec soin. Les jours raccourcissaient. L'été touchait à sa fin. Par le premier matin vraiment frais de septembre, Miss Marple emprunta à nouveau le chemin de Wednesday Lane. Le cottage était resté inchangé, malgré l'installation d'une nouvelle serrure sur le portail et le débroussaillage, des mauvaises herbes autour de l'entrée. Quelqu'un avait déblayé le treillis cassé. Une petite plaque en tôle était désormais accrochée au portail « Cottage Turnley », propriété Raid Trust. Miss Marple sourit intérieurement et s'attarda encore un moment. Elle n'avait pas besoin d'entrer. Les fantômes avaient déjà raconté leur histoire. Elle n'était venue que pour témoigner de la paix qui s'ensuivit. Alors qu'elle se tournait pour partir, le vent se leva doucement, bruissant les hautes herbes et soulevant le coin de son écharpe. Elle le laissa retomber sur son épaule et rentra, chez elle un pas à la fois, ses pensées aussi ordonnées et calmes que les points de suture qu'elle avait laissés derrière elle dans chaque ourlet qu'elle avait jamais réparé.